Le sujet que nous allons présenter aujourd'hui, des épistémologies autochtones dans l'acte d'enseignement, à propos des éléments fondamentaux de la culture kanak qui va nous servir justement d'entrée pour analyser ces épistémologies, mais en même temps de voir ces questions-là appliquées dans l'acte d'enseignement, fait partie d'un ancien sujet qui avait été présenté lors d'un séminaire. C'est presque le même sujet, toujours en rapport avec l'épistémologie autochtone. Ça a été présenté lors du séminaire Troca du 13 novembre 2020 avec Patrice Gaudin, Vincent Clément et Caroline Gray. Et actuellement, Caroline Gray et Athénée Patrick Palenjon, deux étudiants du Master EOP et moi-même, sommes associés pour étendre le même sujet des épistémologies autochtones dans l'acte d'enseigner. Nous venons tout de suite au plan, tel que nous l'avons présenté, d'emblée des épistémologies autochtones, constat et rupture. 2. Les éléments fondamentaux de la culture kanak, acte d'enseignement, fondement et perspective. 3. Retrouver une confiance en soi et les chemins de la réussite. Puis nous en venons à la partie conclusive. On peut croiser des tendances nomothétiques, le fait d'expliquer des faits du monde pour produire des lois générales sur les travaux de Lévi-Strauss et les questions herméneutiques orientées méthodologiquement à interpréter vers la compréhension au sens de Max Weber à travers le sujet que nous nous présentons, concernant les expériences des acteurs sociaux comme des manières d'agir et leur représentation comme manière de voir le monde. Nous laissons libre choix à ceux qui verront la présentation de les identifier à l'intérieur de cette présentation. Néanmoins, nous venons à notre première partie, des épistémologies autochtones, constat et rupture. Pourquoi constat et pourquoi rupture? Constat, tout simplement, c'est parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent et que parler des épistémologies autochtones en éducation, effectivement, vient déjà des constats que font les anthropologues, les législateurs, les responsables de l'éducation, les anciennes colonies et en voie de décolonisation. Ils partagent tous trois constats, trois problématiques. 1. Les limites des modèles d'éducation formelle et strictement occidentaux. 2. L'insuffisance de prise en compte des singularités culturelles locales et de leur intégration, surtout cela, leur intégration dans les curriculums scolaires et de formation initiale et continue des enseignants. Et je reprends ici ce que souligne Marshall Salins en parlant de Certeau. De Certeau dit « Une hétérologie ou science de l'autre commence précisément là où le caractère d'une autre société résiste aux spécifications occidentales. » Voilà les constats. Aujourd'hui, l'ontologie autochtone est fortement reconnue à travers son savoir et ses connaissances. Ce savoir s'impose, ça c'est ce que souligne Le Blic, ce savoir s'impose comme nouvelle éthique dans les sciences sociales actuelles, telles que Bensa, en les paraphrasant. Présenté autrement par Rouet, en montrant que ce savoir légitimé permet à leurs détenteurs de sortir de l'humiliante domination qu'a exercé les autorités administrantes coloniales par l'entremise de la science officielle. Et moi-même, à leur suite, je dis, ces postures épistémologiques renversent quelques tabous institutionnels dont la longue méprise des savoirs autochtones parce qu'ils ne rentrent pas dans les canons prétendument universels de la science occidentale. Donc, c'est à partir de ces 4 déclarations, nous pouvons noter qu'il y a une rupture pour une éthique autochtone, une reconnaissance de ces savoirs et aussi de ces sociétés dans leur façon de voir et de fabriquer le monde. Ces ruptures liées à l'éthique autochtone engendrent une autre rupture, c'est la rupture concernant le positionnement du chercheur autochtone. Effectivement, comme dit Bensa, pendant longtemps, les penseurs indigènes en tant que personnalités marquantes du processus de connaissance concernant leur propre société sont les grands bannis de l'anthropologie, noyés dans une pensée sauvage
qui en fait de doux rêveurs, les intellectuels de la jungle, de la savane, des îles ou des campagnes, n'apparaît jamais, ou presque, dont les travaux qui entendent révéler l'intelligibilité profonde des sociétés actuelles, comme porteurs de leurs propres idées, avec leur nom et leur biographie. Et pour cause, le seul penseur légitime que reconnaisse l'anthropologue, c'est finalement lui-même. Or, aujourd'hui, du fait que nous parlons de rupture, le chercheur autochtone est reconnu comme co-auteur, il élabore des synthèses sémantiques pour produire du raisonnement autour des problématiques, certes liées à l'autochtonie, mais aussi au monde, puisqu'il fait partie de ce monde universel. Ces reconnaissances, bien évidemment, engendrent des ruptures résilientes qui se remarquent à travers l'essor de capacités agentiques, en nous basant sur les travaux de Bandura, ce sentiment d'efficacité personnelle, et le développement d'un empowerment, un pouvoir d'agir à l'intérieur de sa propre société en pleine évolution. Cette rééquilibration culturelle résiliente contribue d'une part à sortir des frustrations socio-historiques et d'autre part à se lancer dans la construction d'un projet commun de création d'une société mutuelle et solidaire. Ainsi, après avoir parlé de ces constats et aussi de ces ruptures, nous venons à notre objet d'investigation et de la problématique ainsi que de la méthode. Concernant, comme nous l'avons dit dans la partie introductive, concernant les éléments fondamentaux de la culture kanak, cela nous amène à nous poser cette question. Les EFCK, en tant que sigle, peuvent-ils, tout en participant au fondement épistémologique autochtone, devenir de réels objets de formation pour les enseignants et d'enseignement pour les élèves en Nouvelle-Calédonie? Cette question nous amène à l'unique hypothèse que nous posons ici. Nous pensons que ces reconnaissances et leur intégration dans les épistémologies autochtones aujourd'hui et en objet d'enseignement et d'apprentissage pour les élèves participent à provoquer du rééquilibrage dans le système éducatif. Dans cette partie du rééquilibrage dans le système éducatif, évidemment, nous pensons qu'il est possible de combiner la double réalité, cette réalité concernant l'endo et l'exo. Endo d'endogène, exo d'exogène. Évidemment, cette discussion se fera avec méthode, à travers 3 faisceaux scientifiques, l'ethnoécologie, la sociologie et la didactique, puisqu'on parle de l'école et de l'acte d'enseigner concernant les savoirs et les épistémologies autochtones. Nous avons arbitrairement choisi 2 modes d'entrée. L'entrée par la culture. Pourquoi l'entrée par la culture? Tout simplement pour aborder comment construire de nouveaux rapports au savoir à partir des cultures autochtones. L'entrée par la science, il est tout à fait évident, puisque cela nous amène à nous poser de nouvelles questions didactiques. Ces 2 entrées, nous pensons que cela pourra développer une écologie régénératrice à partir de ces façons d'aborder ces questions, et que dans cette écologie régénératrice, nous arrivons à redévelopper une forme de solidarité entre l'être et son environnement dans les modalités de progression de la société et de l'environnement. Donc maintenant, nous allons analyser les EFCK en prenant un peu de recul ethnologique et historique, en passant du jeu du sujet interpellé au nous du chercheur interpellant. Ainsi, cela nous amène au deuxièmement, les éléments fondamentaux de la culture kanak, actes d'enseignement, fondements et perspectives. Effectivement, ces choses-là, c'est la présence de la culture kanak et des langues kanak à l'intérieur du champ éducatif, travailler dans les programmes aujourd'hui, et depuis les éléments fondamentaux de la culture kanak sont fondés sur, ou leur présence est fondée sur des fondements institutionnels historiques, et est en rapport avec les accords. N'oublions pas la table ronde de Neville-les-Roches en 83, mais j'en garde ici que
deux principaux accords, l'accord de Matignon en 88 et l'accord de Nouméa en 1998. Dans ces accords, la question de la double légitimité et de coprésence, tel que montre l'accord de Nouméa, justement, comme des éléments paradigmatiques ou deux paradigmes, sont conservés et travaillés à travers les recherches, à travers les analyses que font les chercheurs actuels. Tout ça pourquoi? Pour développer, et tel qui a été manifesté dans les accords, pour développer un nouveau rapport au monde. Mais ce rapport au monde est à construire, effectivement. Chacun devra participer à provoquer des adhérences au modèle sociopolitique éducatif qui perpétue les binarités telles que nous avons vues durant l'histoire de la colonisation, de refonder une endémicité négociée innovante, reconstruite ni sur un socialisme suranné, c'est-à-dire dépassé, ni ne renvoie aux imaginaires de missions civilisatrices et de progrès propres aux nations européennes. Et l'histoire de ce double paradigme, double légitimité et coprésence, sont aujourd'hui des choses, si nous utilisons la métaphore traduite ici par ce que dit Wittgenstein et que reprend Bernard Sarrazy, c'est que si je veux que la porte tourne, il faut que les gangs soient fixes. Il y a des éléments de la société qui soient fixés pour que la société soit flexible et en même temps équilibrée. Ainsi, la question de notre objet d'investigation étant le FCK, donc très rapidement, les 6 éléments fondamentaux de la culture kanak, le clan, langue et parole, la personne, la case, terre et espace, ainsi que l'igname. Ces 6 éléments fondamentaux sont institutionnellement inscrits dans le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, dans l'ambition étant de valoriser l'enseignement de la culture et des langues kanak. Actuellement, cela s'est traduit dans le livret de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie comme orientation pour les enseignants, et que, en considérant ces 3 éléments, nous reprenons ce qui dit Rouet ici, un pas en avant est franchi lorsque, au lieu de s'affronter les différents systèmes de savoir, admettent leur complémentarité et travaillent de concert. Il s'agit alors de coproduction des savoirs. Effectivement, cela nous amène à nous pencher sur la question de coproduire ethnologiquement du savoir, puisque cela revêt d'abord de la société, pour capitaliser autrement la société, dépasser ce qui a été longtemps les binarités, tout ça, etc. Et comme le fait remarquer ici un dirigeant éducatif, moi-même je l'affirme en disant qu'il est possible de capitaliser autrement la société en opérant une rupture constructive à l'intérieur de l'école. L'ancien vice-recteur Inga Flamand dit, en parlant des savoirs autochtones, il faut pouvoir dépasser cette osmose, c'est-à-dire cette forme d'attraction, imprégnation plus ou moins exotique entre l'école et la tribu, en réhabilitant autrement ces savoirs. Ici, il parle des savoirs autochtones. Et effectivement, la présence des FCK, en termes d'objets d'enseignement, d'objets épistémiques, que nous verrons tout à l'heure aussi, c'est que ces FCK dynamisent un nouveau rapport au savoir et à l'autre, en favorisant le dialogue entre les sagesses traditionnelles et les sciences contemporaines, tel que le mentionne et dit Gauthier ici, dans son livre sur les écoles populaires kanak, sorti en 1996. Il est tout à fait normal que nous nous tournions vers l'école. Pourquoi? Puisque c'est un des instruments de la colonisation, certes, mais c'est un des instruments qui pourrait ou qui peut articuler par transposition deux formes de rationalisme. Le savoir endogène, un rationalisme endogène si vous voulez, ou savoir exogène. C'est de combiner, de travailler, etc., de faire en sorte que l'école puisse articuler par transposition ces deux formes de rationalisme, mais à le faire toutefois avec précaution. En effet, Bensa, en citant Chalins,
Il dit les choses doivent conserver leur part de leur identité à travers leur transformation, faute de quoi le monde ressemblerait à un asile d'aliénés. Donc prudence. Prudence dans les transformations. Et c'est pour cela que, et je reprends ici ce que dit Marc Auger, je le cite en disant, c'est une raison capitale pour qu'on ne laisse pas aux improvisateurs le monopole du sens, du déchiffrement du social, et la définition du même et de l'autre, de l'ordre du désordre, du raisonnable et du déraisonnable, du normal, du fonctionnement, de l'irrationnel. Donc voilà, lorsqu'on reprend ce que dit Marshall Salins ici, que cite Bensa, et que nous y référons à ce que dit Auger, donc prudence, prudence. Nous venons maintenant à la deuxième partie, c'est une sous-partie de ce que nous avons vu tout à l'heure, puisque là, la première sous-partie, c'est l'entrée dans la culture pour de nouveaux rapports au savoir et à l'autre. Et nous discernerons des modes de pensée. Notre premier objectif d'analyse sera où il s'agit ici d'inciter les stagiaires en formation à porter un regard réflexif et critique, à visée ethno-écologique et didactique sur les ressources des cultures kanak et océaniennes, les ressources culturelles kanak et océaniennes. N'oublions pas que nous réfléchissons aussi sur la question de l'acte d'enseignement, hein, lorsque nous avons posé le sujet de discussion, et que les volets enseignement et formation touchent aussi des questions d'épistémologie liées à l'école. En effet, les FCK, comme des objets épistémiques, ouvrent la voie au rapport symbiotique entre recherche et enseignement. Alors, lorsque nous parlons des modes de pensée, un premier élément qui apparaît, c'est les modes de pensée spiralaires. Et c'est ce que le monde archéologique montre. C'est que ces éléments spiralaires se retrouvent d'emblée déjà, par rapport à l'histoire, sur les pétroglyphes. Et si nous lisons le premier petit engradé, la matérialité de la figure spirale est déjà exprimée sur des anciennes représentations dites pétroglyphes. C'est la petite image A, pétroglyphe kanak. Les symétries axiales, radiales et bilatérales exposant une géométrie fractale sont aussi apparentes. C'est la petite image B, hein, qui est en quelque sorte la traduction d'un inventaire géographique des sites de pétroglyphes sur la région de Païta. Et la spirale se constate aussi durant quelques pratiques sociales dans le deuil. Et nous avons ici une photo prise par Célestin Aman Poani durant le deuil d'un homme politique important à Netchaot, et la coutume de deuil de Paul Naporéa en 2004. Donc la figure spiralaire, elle est omniprésente à l'intérieur du paysage social. Et on le sait que la pédagogie de l'apprentissage par la configuration métaphorique spiralaire a déjà été développée par Brunner. Autre disposition géométrique qui existe aussi et que nous posons ici comme élément de réflexion, c'est l'aspect fractal, le côté fractal dans l'art du Pacifique. Donc nous n'aurons pas le temps d'en discuter un peu plus longuement là-dessus. Ce sera l'objet de vidéos d'enseignement qui sera tournée plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ces figures géométriques-là. Dans ici, une image du musée de la Nouvelle-Calédonie, au-dessus, dans un timbre-poste de Wallis et Futuna, et en bas, un tapa des îles de Samoa, hein, dans le musée de Tahiti et des îles. C'est cet aspect fractal qui montre le lien et aussi
une forme de pensée holistique, des pensées en lien dans cette totalité, on le retrouve aussi, par exemple ici, la pratique socio-ethnologique de la Nginamengen, c'est-à-dire cette coutume du mariage maréen, où on voit tous les dons qui sont exposés ici, qui marquent à la fois la géographie du clan, l'histoire du clan, mais aussi le lien interdépendant entre les personnes représentées ici par les différents dons en Igname. Nous allons voir tout à l'heure, si nous poussons à porter une réflexion approfondie de cela. Donc ici, on voit les questions du lien, les éléments claniques, la relation au sang, qui est quelque chose de très important dans la société, et aussi l'expression de cette pensée holistique et fractale. À savoir que, dans le contexte, le savoir est culturel et contextualisé. De plus, c'est un savoir du lien et du lien à l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, en poursuivant, si on poursuit au-delà, si nous reprenons cette petite vignette, on peut, par exemple, ici, indiquer le don du marié, les maîtres de cérémonie, les maîtres du rituel cérémoniel, les trois maîtres, le maître des lignames, le maître intendant, celui qui gère le clan, et le maître de cérémonie, celui qui dirige la cérémonie. Ils sont en pleine discussion dans le petit rond. Les dons individuels en position hiérarchique, puisque c'est tous les dons de la fratrie, avec le don des sous-clans expatriés géographiquement, qui viennent pour la coutume et qui habitent ailleurs, mais qui ont des relations. Ces sous-clans-là, ce sous-clan a des relations avec le clan en cours de mariage, en cours de cérémonie coutumière. Les relations matrilinéaires à travers les présences des neveux et durant cette coutume. Et c'est là où, en exploitant, en essayant de réfléchir, on s'aperçoit que le système coutumier fonctionne en bout. En égonais, on dit goua, des morceaux. Et ici, c'est le système de bout d'un clan des Sinatu. Sinatu, c'est le terme qui désigne le clan. Donc il y a chaque bout, mais ces bouts sont liés dans une forme de lien relationnel total qui représente le clan. Bien au-delà de ça, nous pouvons lire aussi les aspects micro-histoire ou micro-historiques du clan, dans lequel nous voyons ici le don du Etéchet, le clan dépositaire, qui a un rôle très important, le rôle de fermer l'agencement chronologique des dons de la maison, c'est-à-dire tout le déroulement que vous voyez ici, c'est lui qui ferme la maison du clan concerné, mais qui ouvre après aux autres clans alliés. Nous pouvons lire aussi la géographie généalogique et aussi la géographie des alliances politiques à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle de questions holistiques, de cette densité, lorsqu'on décrit ce genre de cérémonie. Et ici, on décrit en essayant de synthétiser le temps social de l'Igname, l'importance de l'Igname dans les questions coutumières. Nous verrons tout à l'heure à travers le symbole. Et c'est là où, quand nous abordons des questions méthodologiques, nous rentrons pour déterminer celui qui cherche, celui qui essaie de comprendre ce genre de coutumes, des principes et des concepts fondamentaux liés aux divers domaines des sciences. En quelque sorte, c'est l'étude du fait social comme une chose, comme dit Lévi-Strauss, et qui a son importance pour des raisons épistémologiques, c'est-à-dire pour des raisons scientifiques. Si l'on poursuit au-delà, en reprenant la petite vignette avec les éléments indicatifs liés à ce que nous avons vu tout à l'heure avec le positionnement des ignames, et qu'on poursuit la réflexion, on voit là, ici, le rapport symbiotique entre recherche et enseignement au sujet de FCK, étant ici et l'igname, ou bien l'espace
Et cela devient évident parce que on éduque et on enseigne à travers des situations d'action à l'intérieur de la société, par les coutumes, ou sur, ou avec, ou contre, etc. Donc, l'approche de la configuration spiralaire que nous avons vue tout à l'heure, et au sens didactique, favorise la prise en compte, mais nous verrons aussi tout à l'heure, prise en compte de stratégies à l'intérieur de la coutume propices à l'apprentissage, ces stratégies seront un peu développées un peu plus tard. Il est évident que, en revenant à notre diapositive, qu'est-ce qu'on constate? Si on va dans le sens de la réflexion, eh bien qu'il y a un enracinement identitaire pluriel à travers ces coutumes. Il y a la fonction d'une intelligence collective. Et bien entendu, puisque nous parlons de l'igname, il y a cette puissance liée au symbole. Le symbole est quelque chose de très important dans la société, et dans toutes les sociétés. Cette relation transactionnelle, puisqu'on parle de coutumes, et bien entendu, la mémoire relationnelle. C'est pas pour rien que nous disons tout à l'heure la présence de ce sous-clan expatrié, qui, par ces coutumes-là, on garde la mémoire des relations, etc. Et cela constitue ce qu'on peut qualifier comme étant l'identité du clan, les liens claniques, et aussi cela constitue l'existence de l'individu à l'intérieur du clan. Ces éléments-là, justement, lorsqu'on poursuit la réflexion, c'est des éléments intéressants parce que cela peut déboucher sur des alternatives en didactique. Alors, on va prendre, avant d'aborder ces alternatives en didactique, ce qui constitue ici notre deuxième objectif d'analyse, dans lequel nous allons chercher à axiomatiser, c'est-à-dire formaliser quelques savoirs savants coutumiers pour en faire des réels objets de formation pour les enseignants. Nous avons choisi la didactique. Pourquoi? Parce que la didactique permet le contrôle de l'enseignement des FCK comme nouveau phénomène, objet d'enseignement, leurs conditions de transmission à l'école et de celles concernant l'apprentissage et l'acquisition de nouvelles connaissances par l'élève. Durant le premier séminaire, nous avons déjà présenté ce tableau. Je vais juste m'attarder ici en décrivant les trois étapes. La première étape qui est l'étape de l'EISO. L'EISO ici concerne les pratiques sociales à l'intérieur de la société. Ces pratiques sociales, lorsque le chercheur les observe et commence à retirer des éléments au sens épistémologique et paradigmatique, sachant que Thomas Kuhn définit en 1970 le paradigme comme un modèle de pensée, un ensemble de propositions, de fonds prises pour acquises, et un paradigme se compose de lois théoriques et de techniques générales d'application que les membres d'une communauté scientifique particulière adoptent afin de fixer les normes selon lesquelles les recherches doivent être conduites. Et ces questions de paradigme, d'épistémologie est liée aussi à l'académique qui est d'à côté, c'est ce qu'on appelle la période d'Isos. Dans cette période d'Isos, il y a deux micro-périodes. La période du chercheur, comme les chercheurs à l'université, qui réfléchissent autour des épistémologies, des paradigmes, tout ça, dans leur dominante, que ce soit en ethnologie, en écologie, en sociologie, pour tenter de normaliser cette connaissance issue de la situation d'EISO venant de la société, et qui doivent à un moment donné fixer d'une manière égalitaire comme connaissance scientifique à l'intérieur des enseignements, mais à l'intérieur des modules de recherche. Et bien évidemment, cela intéresse le monde social, puisque cela va être retravaillé dans le monde social, et c'est justement les questions liées au programme scolaire, puisque le politique va se saisir de ces objets-là pour les traduire sous forme de programme à l'intérieur d'un projet éducatif. Évidemment, cela nous amène, je vais un peu vite, cela nous amène à l'autre domaine qui est l'exo, qui est le domaine de l'exercice de ce qui a été pensé
dans l'ISOS et qui a été le moment où on a pensé ces objets venant de la société en situation d'EISO. L'école travaille à révéler ces connaissances-là, et ces connaissances sont transmises par l'intermédiaire de situations didactiques et pédagogiques par l'enseignant, tel que nous voyons dans le petit encadré, le petit film que nous verront tout à l'heure, et que cela serviront d'activité scolaire pour les élèves pour acquérir justement les éléments nécessaires à la sociologie, nécessaires à vivre ensemble à l'intérieur de la société. Alors nous donnons ici deux exemples, comment analyser ces situations des FCK. J'ai pris ici, en demandant à un étudiant de reprendre une photographie liée à un petit marché que vous connaissez tous, que lorsqu'on longe la Nouvelle-Calédonie sur la côte est, on retrouve tout le long du bord de la route ce petit marché. Si l'enseignant veut travailler justement ce genre d'éléments du milieu, il doit pouvoir discerner la rationalité autochtone en étudiant les objets du milieu. Il est évident qu'il doit raisonner sur des modalités ici, donc là, concernant le marché, ce sont les modalités de l'échange, mais il doit être appelé à raisonner. Et ce raisonnement, il s'appuie sur ses connaissances liées à la société observée, ou par les scientifiques, mais sur des éléments de la société qu'il a, au préalable, été formé pour comprendre la société, mais il doit s'appuyer aussi sur sa culture didactique pour le travail lié à l'exo, c'est-à-dire la mise en exercice de ce savoir à l'intérieur de sa classe. Il peut par exemple ici identifier un faire qui est lié à une pratique, en regardant la petite vignette où c'est marqué un coco 100 francs, une question de voir qu'il y a une représentation, une façon de représenter la chose, et le dire, une manière de dire qui est liée à un symbole. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ce petit marché, c'est que vous ne voyez jamais et rarement le marchand. Il y a simplement des éléments d'indices qui vous indiquent le comportement à faire. Il y a une boîte où c'est marqué monnaie, vous mettez la monnaie qu'il faut, vous faites vos échanges, le marchand vous ne le trouvez pas, il vous fait confiance, et c'est une façon d'entrer en commerce ou d'entrer en échange avec l'autre, etc., dans une dimension commerciale, mais dans les arrière-plans, repose beaucoup plus sur les questions de dons. C'est intéressant parce que là, la valeur de la confiance, elle est considérée ici. Tout ceci pour montrer, d'une part, que le savoir est contextualisé, si on va un peu vite dans l'économie de notre temps. De plus, que le savoir est accessible. C'est tout à fait accessible à comprendre cela, si, évidemment, nous avons été formés dans ce genre de situation pour comprendre le milieu. Et justement, comme dit Wittgenstein ici, c'est dans ce qui n'est pas dit que le sens peut émerger. C'est pour ça que nous utilisons le terme d'usage du discernement, etc. Nous allons voir une autre petite vignette, cette fois-ci qui va médiatiser, en quelque sorte, dont ici un petit cliché que j'ai repris dans le livre de Coutume de Sébastien Lebègue, produit en 2019. La petite vignette concernant la pratique du Oulénamène que nous avons vu tout à l'heure, et encore le petit marché, et vous noterez que ce qui est humain ne peut être étrange, puisqu'on peut comprendre. C'est pour ça qu'on parlait du savoir accessible, en me référant ici à une ancienne interview menée dans les années 60, et que Lévi-Strauss répond aux journalistes en montrant justement les raisons de l'ethnologie. C'est pour justement chercher des éléments qui montrent cet universalisme qui existe dans les sociétés, dans leur spécificité. Néanmoins, en revenant à notre discussion, puisque ces clichés-là vont nous permettre
d'entrer dans un processus d'abstraction réfléchissante. En analysant la première vignette, nous sommes dans la dimension d'écouter, et aussi d'écouter, parce qu'on voit la manière dont ils écoutent aussi, donc ça engendre des questions kinesthésiques. De l'autre côté, toujours la question du voir, avec des façons de montrer la maison, de montrer les relations, etc., en termes de représentation géographique du lien du clan, des liens du clan, et ici, de discerner l'échange entre ce marchand qui n'est pas là, mais dans lequel les indices et les éléments à l'intérieur ou sur ce petit plateau montrent que vous êtes en dimension commerciale, mais dans une relation de confiance aussi. Ceci nous indique que on peut aller dans ce processus d'abstraction en essayant de comparaître entre ces deux éléments, écouter et discerner. Et que la question de la comparaison, qui est un élément de l'abstraction, on arrive à des questions de déduction et déduction. Évidemment, en dessous, toujours lié à la kinesthésie, la représentation et l'échange, on peut inférer, et aussi lié à une forme de généralisation. Pour des questions de processus d'abstraction réfléchissante, ça peut se construire par des objets du milieu. Et on revoit ici, c'est que le savoir est contextualisé, et tout savoir est contextualisé, puisque le savoir renvoie au social, le savoir est culturel. De plus, le savoir est construit en réseau, et l'objet étant de faire réfléchir et de travailler au sens de construire cette abstraction à partir des éléments du milieu avec les élèves. Ceci nous conduit, la question didactique nous conduit aux alternatives pédagogiques de transmission, où nous sommes focalisés à travers ce que nous avons vu les deux diapos d'avant, sur le faire, le voir et le dire. Trois éléments, trois concepts fonctionnels qui sont souvent appliqués dans la transmission lors des coutumes, lors de l'apprentissage dans le milieu social kanak et océanien. Notre troisième objectif d'analyse concerne comment transférer certains modes particuliers d'apprentissage, faire, voir, dire des savoirs au contexte dit académique. Ici, bien entendu, cela s'applique beaucoup plus au système scolaire calédonien. Nous l'appliquons pour la question de formation et d'enseignement, et nous allons présenter tout à l'heure des produits de ces formations et d'enseignement. Donc, vous voyez ici trois clichés où nous allons aborder les questions de hiérarchisation conceptuelle lors des transmissions, et cela, c'est ce qui a été fait, a été observé durant le tressage lors de la sortie en tribu le 29 mars 2019 à la tribu de Tchamba, où nous voyons ici un fer. Donc j'ai mis ici le terme kucha en Jehu, en langue de l'Ifu, en langue Jehu. Celui qui possède langue peut les appliquer pour montrer aussi, lorsqu'il forme des enseignants là-dessus. Donc vous verrez quelques mots en Jehu à la suite. Donc en tout cas, le faire ici implique l'action et une praxis. À savoir que la praxis ou les praxis, Piaget pense les praxis comme des systèmes de mouvements coordonnés en fonction d'un résultat ou d'une intention. Dans cette perspective, on doit souligner l'interdépendance étroite entre la pensée et l'action, avec l'influence réciproque de la perception et du mouvement. Et on va surtout voir fonctionner à travers ce trésage. Évidemment, lorsqu'on observe le premier cliché, on voit que les personnes ajustent le voir au sens de rééquilibration des représentations qu'ils ont en regardant la personne exécuter ici l'acte de tressage. Il montre.
nous comprenons comme étant un décryptage de la situation, au sens de comprendre. Après, nous allons voir Goel en Lifu, en langue Jehu, qui est aussi lié à la représentation. On voit comment l'intérêt de ce trésage pour ce jeune que vous voyez sur le premier cliché. Et cette personne qui assiste et qui guide, hein, dans une situation de guidance ici, dans l'exécution du tressage, etc. Et là, c'est la gestion adaptative des modifications qui se passent, et en essayant de montrer comment se déconstruit des systèmes de représentation, puisque le jeune ici, la personne essaye d'aider, et l'autre commence à asseoir les tressages, une nouvelle manière de faire, qui bouscule la conception qu'il avait du tressage qu'il a vu ailleurs, etc. Nous basculons sur le Rwanda, le dire ici, qu'il y ait une forme de symbolisation, puisque ça implique le langage, évidemment. Là, on voit ici deux jeunes, on voit toujours le même jeune, on voit deux jeunes ici qui favorisent un échange, nous verrons tout à l'heure. Nous voyons que le faire, le voir et le dire ont tous les trois une certaine correspondance, et en même temps entre le décryptage lié à l'action, la représentation et la symbolisation sont aussi étroitement liés. Et si nous revenons à la diapositive, la petite image dernière, c'est que ce qui est intéressant en termes de symbolisation, c'est que les deux jeunes ici échangent non plus selon le langage de l'experte ici, qui était la dame là, qui est experte en la matière liée au tressage, mais ici c'est par leurs propres mots. En fait, je reprends ici un terme employé par Alain Marchive, la transduction. En fait, ils essayent de traduire par leur propre langage et autrement cette petite histoire. Et le jeune à côté essaye d'expliquer à sa collègue comment dresser ce bout de natte, puisqu'ils sont en activité ici culturelle à l'intérieur de la tribu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette transduction, c'est aussi un mode de langage qui produit quelque part une forme de créativité. Donc l'expert laisse au fur et à mesure, on lâche la main, et c'est repris par un jeune qui traduit à travers son propre langage, et qui débouche justement à cette petite note que vous voyez en dessous, le produit de leur activité, par la transduction, etc., et aussi par la guidance liée à la personne de la tribu, et aussi par l'observation de cette praxis, de cette pratique qui montre la coordination des mouvements, et qui débouche sur un résultat, et aussi qui souligne l'interdépendance entre la pensée et l'action, et puis les modes d'influence réciproques ici. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que vous voyez bien que la présence du jeune tout au long de ces différentes étapes montre une flexibilité mentale de la pensée. C'est un jeune qui a déjà des connaissances concernant le tressage. Donc, il va passer dans les groupes pour aider, etc. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est cette jeune fille, cette jeune stagiaire, qui est en situation de réflexion, qui montre bien un acte mental de reconstruction pour arriver à cette créativité. Donc, cette petite observation montre bien que la question des actes intentionnels tels que nous avons pu découvrir à travers la praxis, ou les praxis, et des modes de régulation constructive, et aussi de situations duales, etc. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le savoir
se construit en réseau et dans le partage, dans la confrontation. Dans une autre formation en 2019, nous avons travaillé aussi des concepts en éducation à travers les langues, ici le Karachu et aussi le Païki. Des productions liées toujours aux formations, donc ici le calendrier qui a été élaboré par 4 jeunes ici, Larissa Robert, Aurore Lafitte, Beethoven, Jean-Michel Waiteo, qui sont des instituteurs stagiaires de 2e année à l'Institut de formation des maîtres de la Nouvelle-Calédonie en 2021. Donc, vous voyez le produit avec le montage qu'ils ont fait pour valoriser leur travail. Et on voit que on peut aborder les connaissances de l'école, les connaissances académiques à partir des objets culturels de l'environnement de l'enfant, des objets culturels, des cultures qui existent à l'intérieur de notre milieu. Et c'est tout à fait faisable. Donc le savoir est accessible. Pour montrer autrement, à travers une activité de classe, et qui a fait l'objet d'une publication en 2022, transposer quelques savoirs kanak-océaniens, double légitimité et coprésence dans les presses de Carrefour de l'éducation, sciences de l'éducation, où nous travaillons du côté de la transposition didactique comme procédure stricte et structurante au sens métacognitif, psychodidactique et pédagogique. La transposition permettra d'axiomatiser, formaliser techniquement quelques savoirs savants coutumiers. Savoir savant, pourquoi? Parce que savoir relevant des pratiques sociales de la coutume, et transformer certains savoirs savants coutumiers en connaissances académiques et en faire de réels objets de formation pour les enseignants et d'enseignement pour les élèves en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, ce travail lié que nous vous présentons par la suite, c'est lors de l'écriture d'un mémoire de formation pour être professeur des écoles, et ça a été réalisé par Madame Raïta, épouse Namano, Toean. J'ai moi-même piloté ce mémoire, et elle a fait une approche des fondamentaux en géométrie, à travers la géométrie, pour aborder la question du cercle, et elle a appliqué la langue des hauts, telle que vous voyez sur cette photo, où les concepts scientifiques, mathématiques sont désignés ici, à travers les langues. Ipiotu pour le cercle, Geuma pour le diamètre, etc., etc. Donc, c'est tout à fait faisable. Et c'est là pourquoi. Pourquoi nous revenons ici aux éléments fondamentaux de la culture kanak, leur implication dans la didactique, dans la pédagogie, et pour la formation des enseignants et pour l'enseignement des élèves, pour que, non seulement dans les ambitions du projet éducatif de donner cette parure et aussi cette identité au visage de l'école de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi pour retrouver une confiance en soi et les chemins de la réussite. Et c'est pour ça que j'en reprends ici, pour terminer, ce que dit Caroline Gray, en parlant d'épistémologie endémique. Elle dit, au-delà des épistémologies, c'est dans cette distorsion entre, d'une part, ce que je sais, parce que je le vis, et d'autre part, ce qui est décrit dans les textes académiques, que se trouve le terreau de toutes les épistémologies endémiques, qui feront les savoirs partagés de demain. Et je voulais attirer l'attention sur ce thème distorsion, qui est pour moi un usage intéressant, parce que distorsion, au sens de la programmation neurolinguistique, c'est le fait d'imaginer un nouveau futur qui nous fait transformer la réalité. Et j'en viens en seconde position, puisque Athénée Patrick, celui qui interviendra par la suite, cet étudiant du master EOP, il précise encore en disant ces nouveaux rapports aux autres, à la nature, au temps et à l'espace, aux valeurs, au sacré et aux objets, et en particulier au savoir. Nous allons donc voir ici que c'est possible, puisque cela a été réalisé pendant qui a été tourné par NC Première et qui a été publié
le 28 août 2018 et qui a été tourné dans un collège du Grand Sud. Je lance la... Dans la classe de Lara Tarawian, l'heure est à la présentation de la case d'un grand chef et de l'herbier médicinal qui se trouve autour. Vous prenez une feuille là-bas et vous allez me dessiner une case de grand chef avec ses spécificités, ainsi que toute la végétation qu'on trouve autour. Ce cours fait partie du programme Éléments fondamentaux de la culture kanak. Dans la contextualisation de la réforme du collège, c'est un enseignement obligatoire pour tous les élèves du 6e du pays. Et il s'inscrit dans une démarche de découverte. Qu'est-ce qui représente le cocotier, cet colonaire? Le cocotier, il représente la femme et le bartholomère l'homme. Qu'est-ce que ça marque? La frontière. La frontière des lieux sacrés et tabous. Très bien. L'immersion progressive dans la culture kanak est déjà une réalité pour les petits 6e de Mariotti. Depuis l'an dernier, un programme d'échange entre le collège et celui de Tadine à Marais permet à des groupes d'enfants de découvrir des univers différents. Le bounia, c'est pas qu'un plat, c'est aussi un apprentissage. En fait, tu apprends comment éplucher les ignames. Un programme d'échange scolaire, un cadre réglementaire de l'enseignement, beaucoup d'enthousiasme et de travail de la part de l'équipe éducative et des élèves. Et voilà le sujet approche de la culture kanak qui prend forme. Un enjeu de taille pour cet établissement des quartiers sud qui a mis en place cette année l'enseignement du Négoné, la langue de Marais. Au collège Mariotti, ce n'était pas évident de créer un enseignement de langue vivante kanak. Et donc, nous avons construit avec nos partenaires du collège de Tadine un grand projet qui est un projet de rencontre et de vie avec l'autre. 2 classes de 6e du collège Mariotti chaque année vont à la rencontre de leurs camarades de 6e de Tadine et l'inverse se produit ensuite, ou avant d'ailleurs. Et donc, au travers de ce projet, en réalité, on a réussi à créer un appétit pour la langue vivante et on a réussi à créer l'enseignement de la langue Nengone. Nommer les choses, expliquer leur sens et leur symbolique pour éveiller la curiosité de ses élèves, Lara Tarawian utilise différents supports. J'essaie de dynamiser mon cours le plus possible, donc ça passe par des supports numériques, audio, ou parfois j'emmène des objets réels. Et parfois j'organise aussi la classe sous forme d'atelier. Donc c'est les élèves qui sont acteurs, qui vont chercher l'information et qui la restituent à leurs camarades. Donc ça se passe très bien, les élèves sont curieux, intéressés. La culture kanak peut nous apprendre beaucoup plus de choses, donc moi je trouve ça intéressant, surtout parce qu'on vit ici, donc je trouve ça pas mal. C'est bien d'apprendre des choses qu'on ne savait pas avant. En fait, on apprend en même temps en s'amusant, puisqu'on voit qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas sur la culture kanak. Et la magie de la découverte continue d'opérer. Fin août, le collège lance son premier chant d'igname. Il viendra consolider les bases de la culture kanak acquise en classe. Ainsi, cette vidéo nous montre bien que aujourd'hui, dans l'école, pratiquement dans l'école calédonienne, même vous voyez un collège d'État ici, c'est que l'endémique peut être dans l'académique. C'est tout à fait acceptable. Mais ce qui est intéressant, c'est que le savoir se construit à travers l'échange. Et à l'heure du numérique, on le voit bien aujourd'hui, tel que énonce la jeune enseignante qui, je souligne, enseigne au collège avec son CAPES en langue et culture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit le lien social qui se développe. Les jeunes, les élèves apprécient. Et nous pensons fortement que l'implication des éléments fondamentaux de la culture kanak à l'intérieur du champ éducatif, à l'intérieur de l'académique, redynamisera ce lien social dont le pays a tant besoin aujourd'hui. Et en même temps, pas seulement redynamiser ce lien social, c'est faire en sorte que dans nos différences, chacun peut, à un moment donné, si on use de métaphores, passer d'un espace à l'autre ou d'un autre espace à d'autres espaces sans qu'il y ait, à un moment donné, de frustration et d'ambiguïté. Parce que le monde se construit justement à travers ce nouveau panorama aujourd'hui. Ceci nous montre bien, en montrant que la culture autochtone peut apporter. Alors j'ai montré tout à l'heure les schémas, mais c'est un autre schéma, mais j'y reviendrai dans d'autres circonstances, puisque ce schéma a été produit pour montrer
les différentes phases de la transposition didactique lorsqu'on veut transformer un élément du milieu en connaissance académique, passant par la science, allant vers les académies, entrer dans les activités scolaires, ceci pour montrer que, eh ben, la culture autochtone, des éléments de la culture autochtone peuvent faire l'objet ces objets de culture. En travaillant, en y réfléchissant, on peut déterminer des valeurs culturelles et des connaissances nécessaires à l'école aujourd'hui. Ces objets de connaissances culturels deviennent des objets scientifiques et académiques, puisque transposables, enseignables et assimilables par l'élève, on l'a vu dans la petite vidéo, hein, et qui détermine ici une forme d'endémicité philosophique. N'ayant pas peur du terme endémicité, hein, c'est lié justement au contexte calédonien dans sa spécificité, et que ces objets scolaires sont retravaillés dans les programmes par l'enseignant. Pourquoi? D'une part, pour valoriser la diversité culturelle et la référence aux cultures autochtones telles que nous l'avons vu dans les accords, mais c'est surtout dans le sens de l'émancipation intellectuelle, culturelle et aussi sociale, pour favoriser le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, on le voit, par exemple, un étroit rapport avec les valeurs culturelles et connaissances de l'école dont nourrit des objets de la culture autochtone. Et ceci représente l'apport autochtone aujourd'hui, des connaissances liées à l'autochtonie, mais travailler à l'intérieur des systèmes rationnels ici, on débouche sur la construction du citoyen attendu par la société. En conclusion, que pouvons-nous dire? Premièrement, fonder l'épistémologie autochtone en didactisant certains savoirs kanak océaniens constitue un objectif sociétal primordial pour passer à une étape supérieure de l'histoire calédonienne, puisque l'école éduque ensemble par l'intermédiaire du monde. Deuxièmement, cette visée participe à élever une école laïque apaisée dans laquelle la réconciliation entre les savoirs nationaux, le savoir socioculturel kanak-océanien devient une réalité indéniable. Troisièmement, évidemment, les enseignants doivent s'habituer naturellement à mettre en synergie l'exogénéité, c'est-à-dire ce savoir de la colonisation, l'endogénéité, ces savoirs kanak-océaniens, non seulement pour le bien-être social de l'élève à l'école, mais aussi pour espérer ce que souligne ici Jean-Marie Tjibaou. Il dit, dans la revue Esprit, être mélanésien aujourd'hui, pas le retour au passé pour y rester, mais pour retirer du passé la force et les références qui supporteront nos paroles dans le présent et le futur. Je vous remercie.